Bonjour, on va commencer. Euh, on a voilà, des petites difficultés liées à la technique, mais qui ne vont pas nous empêcher de vivre un moment qu'on va essayer de rendre aussi agréable et aussi intéressant que possible sur un sujet qui, a priori, est un peu technique. Donc, je voudrais d'abord saluer tous les participants qui sont aujourd'hui dans la salle, où il y a les représentants de la quasi-totalité des OTI qui ont été non pas encore accrédités, mais en tout cas qui ont eu la recevabilité du COFRAC, donc ils sont susceptibles de faire des audits OTI. Je voudrais également, bien sûr, saluer les participants à distance, qui sont nombreux et qui sont plutôt des entreprises qui vont être concernées par les vérifications OTI, donc des sociétés à mission. L'événement, la réunion que nous présentons aujourd'hui est particulière dans le sens où elle est co-animée par la communauté des entreprises à mission que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Je suis donc Alain Schnapper, le vice-président de la communauté, et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette première partie, cette première table ronde qui durera une quinzaine de minutes, par Anselme Mialon à côté de moi, je tournerai la caméra dans un instant, la direction générale du Trésor, qui nous fera le plaisir de faire l'ouverture, et dont je précise qu'il a été le rapporteur du rapport qu'on a appelé rapport Rocher sur le bilan de la loi Pacte. Jean-Luc Barlet à côté de moi, pour Mazars, et surtout qui représente la CNCC, donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et qui va nous parler de l'avis technique qui vient d'être publié par la CNCC. Et à côté de moi encore, Pascal Baranger, de PwC, mais qui est là pour le compte de l'AFNOR aujourd'hui. Dans un premier temps, tout à l'heure, ça sera plutôt en tant qu'OTI PwC, et qui nous parlera alors j'oublie toujours, du fascicule documentaire de l'AFNOR auquel nous avons participé. Et je crois que sans attendre, Anselme, je vous laisse la parole pour introduire cette réunion. Anselme, c'est à vous. Merci beaucoup, Alain. Bonjour à tous. Alors, la direction générale du Trésor que je représente ce matin félicite chaleureusement les organisateurs de cette réunion, la communauté des entreprises à mission. Et effectivement, ce qui est très intéressant de souligner, c'est le partenariat avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et l'AFNOR. Donc, cette matinée me paraît très utile. Et ce partenariat à trois, finalement, est essentiel car il illustre la pluralité des professionnels appelés à vérifier l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux, vous savez, que se fixent les sociétés à mission. Donc, on a des commissaires aux comptes, d'autres professionnels du chiffre, des professionnels du développement durable et ne pas oublier évidemment les professionnels du droit. Autant de tiers de confiance qui offrent une palette diversifiée de profils. D'ailleurs, à ce sujet, Alain a gentiment mentionné le rapport Rocher, donc confié par Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, qui avait lui-même insisté sur la nécessité de bénéficier d'une palette d'acteurs pour asseoir le sérieux de la démarche de la société à mission et avoir un marché le moins concentré possible. De ce point de vue, on peut constater qu'on a d'ores et déjà une vingtaine d'acteurs qui bénéficient d'une recevabilité du COFRAC. C'est un début très prometteur et on peut sans doute formuler le vœu que ce nombre croisse au fur et à mesure que se renforce le vivier de sociétés à mission, puisque je crois qu'on en est à peu près à 600. Or, les OTI, vous-même, les organismes tiers indépendants, vous êtes de formidables ambassadeurs du statut de société à mission. Donc, le guide qui nous est présenté ce matin, dont la communauté des entreprises à mission est à l'origine, fait œuvre utile, complète la loi, très utilement la loi, le décret et l'arrêté. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas refaire l'historique du dispositif, mais juste pour rappeler que pour la Direction générale du Trésor, l'organisme tiers indépendant est évidemment un élément de crédibilisation essentiel du dispositif. Et on a habitude d'illustrer cet impératif par plusieurs métaphores. Et je me souviens d'une expression de Brice Rocher qu'il aimait beaucoup à rappeler. Il n'y a pas de raison d'être, il n'y a que des preuves de raison d'être. C'est donc bien dans cet esprit que vous œuvrez en tant qu'organisme tiers indépendant.
Juste pour dire que lors de la consultation sur le projet d'arrêté, je me souviens des discussions avec Pascal, Alain, Jean-Luc, il a été fortement insisté sur la notion d'objectifs opérationnels et d'indicateurs clés de suivi. Il est en effet essentiel que les sociétés à mission déclinent leurs objectifs statutaires en objectifs opérationnels et indicateurs de suivi. Et c'est au prix de ce travail de déclinaison et de séquencement dans le temps d'objectifs formulés de façon parfois abstraite que les sociétés à mission font preuve de leur crédibilité. C'est donc une œuvre très, très utile. Et pour conclure, je dirais, toujours en citant le rapport Rocher, qu'au moment de la rédaction, on avait identifié une certaine perception de flou sur le périmètre de l'OTI, dont on pouvait dire qu'il pouvait être un peu un frein au développement des sociétés à mission. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui, grâce à votre travail, à tous réunis, que ce flou est aujourd'hui dissipé. Merci beaucoup à tous et bon séminaire. Merci beaucoup, Anselme. Jean-Luc, je me tourne donc maintenant vers vous et je vais, enfin vers toi d'ailleurs, on se tutoie, vers toi pour que tu évoques donc l'avis technique de la CNCC qui vient d'être publié et qui est donc maintenant rendu disponible pour tous. Merci Alain. Effectivement, donc Anselme l'a rappelé, il y avait des attentes fortes. Alors d'abord, attente du législateur. Hein. Le législateur a créé une mission pour l'OTI de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de purpose washing dans la qualité de société à mission. Une attente créée par le rapport Brice-Rocher qui avait repris les attentes des sociétés à mission et notamment celle d'avoir un cadre de référence de la vérification qui soit clair et compréhensible pour tous. Et puis enfin une volonté de côté des OTI de structurer la manière dont allait se dérouler leur mission. Donc on a démarré nos travaux en 2020, il y a eu effectivement plusieurs étapes, la publication de l'arrêté ayant été la dernière, ce qui nous a permis finalement de finaliser un peu l'avis technique et le rapport. Alors, je rappelle les trois éléments essentiels hein, pour être société à mission. Première chose, des engagements statutaires. Deuxième chose, une gouvernance spécifique. Et enfin, des exigences en matière de reporting périodique. Et ce reporting, le législateur, encore une fois, compte tenu de l'importance de ce statut, a voulu qu'il soit vérifié. Donc, c'est ce que l'on a repris, c'est ce qui a été repris dans l'arrêté et c'est ce que l'on a repris également en préambule de notre avis technique. Donc, notre avis technique, il a été conçu en trois parties. Une première partie, 4 parties, pardon, une trentaine de pages, donc le rappel des textes qui régissent la mission de l'OTI. Ensuite, le cadre d'intervention et les principes généraux d'intervention, et surtout une partie très détaillée sur la vérification de l'exécution des objectifs avec des précisions pratiques sur la manière d'apprécier et de conclure. Donc, selon d'ailleurs les dispositions de la loi, du décret, de l'arrêté, le respect des objectifs sociaux et environnementaux par l'entreprise à mission, le non-respect, où on a créé une catégorie quand même en cas de zone grise et de complexité, l'impossibilité de conclure. Cette impossibilité de conclure, très certainement, Alain, on reviendra au fur et à mesure des débats, mais c'est un point important et qui était appelé également par le rapport Brice-Rocher sur les sociétés à mission. Donc, clarifier de quelle manière serait conclu le rapport de l'OTI, mais également le niveau de détail dans lequel l'OTI aurait à aller pour s'assurer que chacun des objectifs sociaux et environnementaux, éclairés par des indicateurs de performance, était bien respecté. Merci beaucoup Jean-Luc.
Donc, on va bien… Ah oui, j'ai oublié de dire, bien évidemment, l'avis technique, compte tenu des recommandations du rapport Brice-Rocher, il est rendu public. Donc, il est disponible sur la page publique du site de la CNCC avec les exemples de rapports, 2-3 petits films également qui précisent ce que je viens de dire. Donc, n'hésitez pas surtout à aller sur le site. Vous y trouverez beaucoup de matériaux. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, on va revenir bien sûr dans la deuxième partie de cette table ronde sur le contenu de la méthodologie qu'on a élaborée. Juste avant, je me tourne maintenant vers Pascal Baranger. Pascal, il se trouve, et ça n'est pas tout à fait une coïncidence, que le groupe de l'AFNOR a également publié donc son fascicule ces jours-ci, enfin on va le faire dans les jours qui viennent. Le fascicule de l'AFNOR, il ne traite pas uniquement des OTI, il traite de la société à mission, tu vas nous en parler ensemble, mais bien entendu, il y a aussi la partie qui concerne les OTI. Oui, tout à fait. Donc, ce fascicule, actuellement, il est dans sa phase finale. La publication est attendue dans les semaines à venir. Donc, il y a 2 points importants dans cette démarche AFNOR. La première, c'est d'élargir les travaux que nous faisons à la CNCC. Alors, je dis nous parce que j'y participe en tant que PwC, mais d'élargir ces travaux à l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'à la CNCC, nous sommes entre pairs d'une certaine façon. Via l'AFNOR, nous avons des parties prenantes beaucoup plus larges. Nous avons des représentants de la société civile, des juristes, des chercheurs, des universitaires, des entreprises, des représentants d'entreprises, des représentants de différents ministères, le COFRAC, j'en oublie certainement, mais toutes ces personnes et des OTI non CAC, surtout, voilà ce que j'oubliais. Et le fait de réunir toutes ces personnes nous permet d'élargir le débat. Et du coup, deuxième point, de traiter des points qu'on n'a pas forcément traités à la CNCC ayant vocation à s'adresser aux OTI. Nous, à l'AFNOR, on a bien sûr besoin de continuer à s'adresser aux OTI, mais on a surtout peut-être besoin de s'adresser aux entreprises. Et l'idée, c'est donc de venir expliciter, donner des éléments concrets sur la façon dont l'entreprise doit appréhender ce processus pour devenir société à mission et puis pour faire en sorte que ce processus apporte toute la valeur attendue. Donc, c'est ce que nous avons cherché à traiter. Je peux avoir accès au petit slide. Je vais juste vous montrer, du coup, si on y arrive, le contenu de ce rapport, mais j'ai l'impression que ça sera une autre fois. Donc, grosso modo, dans ce rapport, nous avons d'abord expliqué la loi, cherché à détailler les différentes étapes qui sont présentées dans le mécanisme réglementaire. Et puis ensuite, nous les avons repris les uns après les autres, en n'oubliant pas surtout une partie qui est importante, c'est la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, avant même la notion de raison d'être et la notion de société à mission. Et nous avons détaillé à chaque fois les attendus de la loi, en donnant des exemples, en essayant d'être le plus précis possible, avant d'arriver dans une seconde partie sur réellement la société à mission, en parlant en particulier de la mission, de l'établissement de la mission, en parlant du comité de mission, bien évidemment en reparlant de l'OTI, mais quand on parle de l'OTI dans le document AFNOR, eh bien, on s'appuie à… Merci beaucoup. Hop, celui d'avant. Voilà. Donc là, vous avez le sommaire de notre document. Donc, je vais passer en revue rapidement. Contexte réglementaire et enjeux. Voilà. Il arrive. Informations relatives aux dispositifs réglementaires. Tout ça, c'est pour donner un peu de clarté, un peu de compréhension à la loi. Et c'est ensuite où on rentre réellement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre en considération des enjeux sociaux environnementaux? Qu'est-ce que ça veut dire une raison d'être statutaire, c'est-à-dire dès lors qu'elle est inscrite dans les statuts? Et puis, qu'est-ce que c'est que la qualité de société à mission? Avec un travail très important que nous avons fait ensemble, et je remercie les gens qui sont à côté de moi parce qu'ils y ont tous participé, en particulier, sur le comité de mission, pour bien définir à quoi servait un comité de mission, comment il devait être constitué, pourquoi lui donner une présidence, comment l'impliquer réellement dans la vie de l'entreprise. Énormément de choses qui ont été apportées par vous tous. Et puis, la partie organisme tiers indépendant, j'y étais tout à l'heure, c'est pas uniquement un copier-coller de ce qu'on a fait à la CNCC, mais ça en reprend
on va dire, la substance. L'idée, c'est réellement, avec 2 documents différents et un troisième avec celui de la communauté des entreprises à mission, c'est de malgré tout dérouler une même méthodologie avec une même compréhension des enjeux. Et ça, c'est vraiment hyper important. Quel que soit l'OTI, CAC, non CAC, juriste ou pas, on doit avoir la même compréhension. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce document. À partir du moment où on a réussi à avoir cette vision et cette compréhension commune systématiquement avec une recherche de valeur ajoutée. Et le dernier chapitre, c'est le plus pauvre dans notre fascicule documentaire. C'est l'évolution de l'entreprise dans un contexte de société à mission. On a essayé de se projeter un petit peu en disant une entreprise qui devient société à mission, eh bien, ma foi, comment va-t-elle évoluer et comment va-t-elle tirer parti de cette qualité? Donc, tout ça, vous le retrouvez dans ce document qui sera publié dans les semaines à venir. Alors, l'AFNOR le vend. Vous le trouverez sur la page web de l'AFNOR. Ça doit coûter une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Normalement, c'est accessible. Merci beaucoup, Pascal. Je vais maintenant évoquer rapidement la façon dont la communauté s'est organisée plutôt pour traiter le sujet. Donc, conformément à nos habitudes au sein de la communauté, on a donc constitué un groupe de travail qui a la particularité, comme tous les groupes de travail de la communauté, de regrouper à la fois des dirigeants, il est des chercheurs et il est animé par des consultants. Et donc, vous avez à l'écran, j'espère que ça fonctionne correctement, les différents participants du groupe de travail que je voudrais citer. Donc, le groupe, j'ai le plaisir de l'animer avec Annette Monory, avec Marie Benoît, j'ai toujours Benoît, c'est frère Sabedi Benoît qui est caché dans la salle, et Elliot, donc, qui ont permis, dont Marie va intervenir tout à l'heure. Et puis, il y avait les représentants de plusieurs entreprises. Donc, Emery Jacquia pour la CAMIF, Michel Meunier pour Genius France, Denis Teder pour Wacam, Jean-David Schwartz pour Rocher, et puis une mention spéciale à Pauline de Saint-Front. Pourquoi une mention spéciale? Parce que Pauline y était au titre de dirigeante du cabinet de Saint-Front, qui est une société à mission qui avait à l'époque eu un audit à blanc. Et puis, par ailleurs, elle est OTI, elle est même, je ne sais pas quel est le terme exact, on ne dit pas examinatrice pour le COFRAC, je crois, évaluatrice. Voilà. Et donc, elle a apporté une valeur toute particulière au groupe en étant d'un côté et de l'autre de la barrière, si j'ose dire, en ayant ces 2 rôles. Et puis, vous avez également un certain nombre d'OTI qui ont été consultés dans la phase de rédaction. Je dirais que j'insiste sur le fait que le point de départ de ce groupe de travail, et puis je m'arrêterai là sur cette première partie, le point de départ du groupe de travail, ça a été de choisir des entreprises qui non pas avaient eu des vérifications OTI, puisque à l'époque, c'était au moment où, juste avant la publication de l'arrêté, donc personne ne pouvait officiellement avoir eu, bien sûr, de vérification OTI, mais en revanche, avait eu des vérifications dites à blanc. Et donc, on est parti vraiment du point de vue des entreprises et non pas du point de vue des OTI. Et d'ailleurs, vous allez le voir, ça a eu comme conséquence que l'approche qu'on a retenue dans notre travail consistait à dire que nous voulions concevoir une méthode qui soit utile pour les entreprises, c'est-à-dire pour les sociétés à mission, qui par ailleurs atteignent un certain nombre d'objectifs tels que ceux qui sont évidemment donnés dans la loi, mais on tenait absolument à essayer de concevoir une approche qui permette en fait aux sociétés à mission de progresser. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans un instant. Et ça va être à l'occasion de notre 2e table ronde. Donc, messieurs, je vous remercie beaucoup de votre participation à cette table ronde introductrice. Je crois que je suis sûr que nous avons bien réussi à faire passer le message de la cohérence du travail qui a été fait, des différentes approches. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Merci. Donc, j'appelle à me rejoindre Emery, Denis et Marie. Alors, ce que je vous propose pour démarrer en fait cette table ronde, d'introduire un petit peu le travail qu'on a réalisé et pour commencer, de rappeler l'importance de la notion d'évaluation dans le cadre de la société à mission. Ce point est essentiel parce que je vous rappelle pour ceux qui… Voilà, je vous rappelle que
La caractéristique de la société à mission, c'est que l'entreprise dispose d'une totale liberté pour élaborer sa mission, mission au sens raison d'être et objectif statutaire, mais le législateur, dans sa grande sagesse, a contrebalancé ou équilibré cette liberté par l'obligation d'une vérification et donc d'une façon de rendre compte. Et donc, l'évaluation, elle est au centre, elle est au cœur du modèle de la société à mission. C'est ce qui en fait la crédibilité et d'une certaine manière la légitimité. Et donc, c'est une des multiples raisons pour lesquelles la communauté a autant investi sur cette problématique de l'évaluation, puisqu'une fois encore, elle est au cœur du dispositif. En même temps, cette situation et cette importance, elle aboutit à une espèce de double contrainte, ou j'allais presque dire une forme de contradiction, puisque donc d'un côté, chaque entreprise est libre de déterminer sa mission, d'où l'impossibilité de disposer d'espèces de référentiels uniques par rapport auxquels on pourrait faire cette évaluation. Et de l'autre, il y a évidemment une nécessité d'avoir une forme d'homogénéisation des approches. Pour le dire de manière très concrète, il faut en faire en sorte que si deux OTI vérifiaient la même mission ou la même société à mission, il faut faire en sorte que les conclusions soient les mêmes. Ou en tout cas, si ça n'était pas, que de manière extrêmement, tout à fait exceptionnelle. Donc, on a vraiment une vraie tension entre, une fois encore, la singularité de la mission de l'entreprise et de l'autre, la nécessité impérative d'avoir une forme de robustesse et d'homogénéité dans les évaluations des OTI. Et donc, la méthodologie qu'on va vous présenter maintenant, elle vise à surmonter cette contradiction, à sortir par le haut de cette contradiction, et elle s'appuie en particulier, parce qu'on a cette chance d'avoir en réalité deux dispositifs. On a à la fois le comité de mission et on a l'OTI. Et donc, comme on va vous le présenter dans quelques instants, la méthode telle qu'elle est articulée, telle qu'elle a été conçue, elle s'appuie fondamentalement sur le travail du comité de mission. Et donc, nous avons également été amenés, dans le cadre de cette réflexion sur la méthodologie des OTI, de faire un certain nombre de recommandations sur le travail du comité de mission et en particulier sur le rapport du comité de mission. Alors, vous avez de manière synthétique résumé les grandes étapes de la méthodologie que nous proposons. Alors, elle est constituée de 4 grandes étapes. La première étape, elle est telle que presque exactement décrite d'ailleurs dans l'arrêté, pour ceux qui ont eu le courage de le lire. Ça consiste à, excusez la banalité, mais ça consiste à prendre connaissance de l'entreprise, donc en comprendre son fonctionnement, en comprendre ses enjeux, et notamment pour ça, s'appuyer sur le rapport de mission. Il est clair que dans la pratique, alors suivant la fréquence, il y a 1 ou 2 rapports de mission depuis la dernière vérification, puisqu'on n'est pas forcément sur un rythme manuel. Il est absolument essentiel de rappeler que le point d'entrée fondamental d'une vérification OTI, c'est le rapport du comité de mission. Et donc, en termes de calendrier, ça pose un certain nombre de questions sur lesquelles nous ne reviendrons pas aujourd'hui, mais auxquelles sont confrontés tous les OTI. La deuxième étape, et bien entendu, nous allons rentrer dans les détails dans un instant, la deuxième étape consiste à vérifier la cohérence de la mission et à s'appuyer pour ça sur un outil que nous avons rebaptisé dans le cadre de ce groupe de travail de modèle de la mission, qu'à une époque, certains appelaient une feuille de route, un référentiel opérationnel, enfin, il y a eu un certain nombre de mots, mais en tout cas, le concept aujourd'hui, il est clair et on va vous le représenter. Et c'est une étape essentielle dans la phase de vérification. La troisième étape, c'est l'analyse du rôle du comité de mission. Autrement dit, puisque nous avons la conviction que le comité de mission est un acteur majeur de l'évaluation de la société à mission, le rôle de l'OTI, sans se substituer à lui, est aussi de s'assurer que le comité de mission, entre guillemets, il a fait son job, il a fait le boulot, il a fait sa part des vérifications. Et puis enfin, on arrive à la dernière étape, peut-être d'une certaine manière la plus classique, en tout cas pour des acteurs des OTI ou qui soient commissaires aux comptes ou pas, qui est la vérification de l'exécution de la mission et donc concrètement l'observation de la manière dont l'entreprise a avancé, a atteint ou pas les résultats et les objectifs opérationnels qu'elle s'était donnés, a ou pas mobilisé les moyens adéquats pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et en tenant compte un certain nombre d'autres considérations. Et donc, on va maintenant rentrer dans le détail. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la prise de connaissance de l'entreprise et du rapport de mission, ça ne se prête pas forcément à ce genre d'exercice, mais on va évoquer maintenant chacune des étapes successives. Et la première étape, et je vais me tourner vers Marie Benoît, donc qui est, vous l'avez compris, alors qui n'est pas commissaire aux comptes, qui est mémorialiste, c'est ça, hein?
Voilà. Donc, en fait, elle écrit ses mémoires. Et elle écrit ses mémoires sur ce qui est fort, hein, parce que pour des sociétés à mission qui n'ont que 2 ans, écrire déjà ses mémoires, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, Marie, tu vas un petit peu nous détailler à la fois ce que c'est que ce modèle de la mission et puis un exemple d'utilisation pour une société à mission. Donc, l'enjeu de la vérification de la société à mission, c'est que l'OTI se prononce sur le respect de chaque objectif statutaire. Et comme vous le savez, les objectifs sont formulés de manière à être viables sur le long terme, de manière évidemment claire et engageante, mais sans toutefois être trop précis, afin de ne pas devoir être modifiés trop souvent. Et comme on l'a souligné, il n'y a pas de référentiel standard auquel confronter ces objectifs. Donc, du coup, l'OTI va devoir s'appuyer sur un référentiel spécifique à l'entité qui lui permet à la fois de prendre en considération les spécificités de la mission et de s'assurer que cette mission est déployée concrètement dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on a appelé donc le modèle de la mission. Et donc, cette modélisation de la mission là, que vous voyez sur vos écrans permet de représenter les éléments clés de la mission, à savoir la raison d'être, les objectifs statutaires, les objectifs opérationnels, les actions et les éléments de preuve afférents. Et je précise que donc, les actions, c'est un terme un petit peu générique qui désigne à la fois des activités, des projets, des engagements, des actions évidemment, ou des renoncements. Et donc, en fait, ce modèle donne à voir la structure du dispositif de mission et permet de mettre en lumière la correcte articulation des éléments entre eux. Et c'est cette cohérence d'ensemble qui va permettre ensuite à l'OTI de conclure que les objectifs statutaires sont respectés si, évidemment, des moyens et des résultats ensuite ont été atteints. Et donc, l'OTI, grâce à ce modèle de la mission, peut contrôler 2 niveaux de cohérence. Un premier niveau de cohérence qui est la mission statutaire. Donc, il va s'assurer que la raison d'être est pertinente par rapport à l'activité de l'entreprise, son modèle d'affaires, son cœur de métier. Il va ensuite s'assurer que la raison d'être se traduit et se complète dans les objectifs statutaires et que ces objectifs statutaires sont corrélés à la raison d'être. Ensuite, il va contrôler un deuxième niveau de cohérence qui est de savoir si les objectifs statutaires se traduisent de manière pertinente dans les objectifs opérationnels et dans les actions. Et donc, cette modélisation, elle va permettre de s'assurer qu'on n'a pas notamment d'angle mort. Si vous avez un objectif statutaire sans objectif opérationnel et sans action derrière, vous pouvez vous dire que forcément, l'entreprise est en risque de ne pas respecter son objectif statutaire. Et donc, ensuite, sur ce modèle-là, vous voyez trois mesures. La mesure de moyens, c'est vrai qu'au niveau des actions, on va plutôt être dans une mesure de moyens globalement, même si après, ça peut évidemment varier selon les modèles de mission. Au niveau des objectifs opérationnels, on va plutôt être dans une mesure de résultat. Et au niveau de la mission statutaire, on va être dans une mesure de l'impact de la mission sur l'écosystème de l'entreprise. Donc, pour que ce soit plus concret, je vous propose de prendre l'exemple d'une société à mission, qui est une agence de communication, qui est société à mission depuis fin 2020, dont la raison d'être est militer et agir pour une communication utile qui amplifie le pouvoir de transformation des entreprises au service d'une économie positive. Alors, vu le temps imparti et pour simplifier, on va regarder uniquement le premier objectif statutaire. Et donc, ce que je propose, c'est de faire le premier contrôle de cohérence. Donc, c'est de s'assurer que la raison d'être est bien liée au cœur de métier de l'entreprise, en l'occurrence la communication corporate, et a une ambition donc, qui est d'accompagner la transformation des entreprises. Ensuite, toujours dans ce premier niveau de cohérence, on va s'assurer que l'objectif statutaire inventer et mettre en pratique la communication utile traduit bien et complète la raison d'être. Donc là aussi, c'est le cas et l'objectif est bien corrélé à la raison d'être. Donc là, on peut valider déjà le premier niveau de cohérence. Alors, c'est vrai que cette première analyse, elle va être faite surtout lors du premier audit, puisque normalement, l'entreprise ne va pas ensuite changer sa raison d'être et ses objectifs statutaires. Donc, ce ne sera pas nécessaire de le refaire lors des audits ultérieurs. En revanche, on va contrôler ensuite le deuxième niveau de cohérence au niveau de la déclinaison opérationnelle de cette mission. Et là, c'est un travail qu'il faudra faire pour le coup à chaque audit si les objectifs opérationnels et les actions ont changé. Et donc, on voit que l'objectif statutaire se décline en 3 objectifs opérationnels: évaluer le niveau d'utilité des projets, éco-socio-concevoir les projets de communication et sensibiliser nos clients à la communication utile. Et donc, ces objectifs opérationnels se traduisent en indicateurs clés, qui est le pourcentage de nouvelles offres de communication qui répondent aux critères d'utilité, le pourcentage de sensibilisation des clients. Et on voit que ces clients permettent vraiment, ces actions, ces objectifs permettent vraiment de mettre en pratique l'objectif statutaire. Et pour atteindre ces objectifs opérationnels, la société va ensuite va mettre en œuvre plusieurs actions. Donc là, en l'occurrence, elle va créer un questionnaire d'utilité qui sera une grille d'analyse
à présenter avant l'acceptation de chaque projet. Elle va ensuite concevoir une méthode d'éco-socio-conception pour mettre en œuvre ces projets de communication utile. Et enfin, elle va sensibiliser à chaque fois ses clients sur le sujet. Et donc, du coup, ces 3 actions vont lui permettre d'atteindre ses objectifs opérationnels et ses objectifs ensuite statutaires. Et donc, les preuves des actions donc en année N, ça va être le questionnaire d'utilité finalisé, la méthode d'éco-socio-conception et puis le nombre de clients sensibilisés. Et puis, à terme, l'idée, ce sera d'atteindre les objectifs opérationnels. Donc, dans notre cas, voilà, on valide également ce 2e niveau de cohérence. Et donc, à partir de là, on peut en conclure que si les moyens et les résultats sont atteints, on pourra valider le respect de l'objectif statutaire. Merci Marie. Donc là, on déroule notre méthodologie, vous l'avez compris. Donc on a d'abord vérifié, on a pris connaissance de l'entreprise, on a pris connaissance du rapport de mission. Marie vient de vérifier que notre société à mission, elle a un modèle de mission qui tient la route. Donc elle a une articulation entre ses objectifs opérationnels, ses objectifs statutaires qui fonctionnent, qu'elle a mis en place des actions, qu'elle a des indicateurs de mesure. Donc, on ne sait pas encore s'il est atteint ou pas atteint, si les moyens sont suffisants, mais en tout cas, on a une cohérence d'ensemble. Et on aborde maintenant le point suivant. Et donc, je vais me tourner vers qui est le rôle du comité de mission. Donc, c'est bien beau d'avoir un modèle de mission, mais le comité de mission a-t-il fait son travail? Et donc, pour en parler, je me tourne vers Emery. Donc, je n'ai pas besoin de présenter Emery, qui n'a pas encore, lui, écrit ses mémoires, mais quand il le fera, ça sera absolument passionnant. Je rappelle, il est au titre de président de la CAMIF. Et au titre de président d'une société à mission qui a eu une vérification OTI à blanc. Et donc, je vais, Emery, tu vas nous parler un petit peu de ça veut dire quoi vérifier que le comité de mission a fait son boulot et comment est-ce que toi, tu l'as vécu au sein de la CAMIF? Peut-être commencer par dire un mot sur l'importance du comité de mission, parce que c'est une des singularités de la loi française. Dans la loi Pacte, la gouvernance de la mission avec le comité de mission, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres législations, que ce soit en Italie avec la Società Benefit ou aux États-Unis avec les Benefit Corporation. Et donc, une mission bien gouvernée, c'est une mission qui est vraiment ancrée dans le modèle de l'entreprise et qui va accélérer finalement sa transformation. C'est l'enjeu clé de la société à mission. Alors, pour bien commencer, il faut bien composer son comité de mission et je pense insister sur l'importance de la bonne composition du comité de mission. Ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes. C'est aussi important de dire qu'un membre d'un comité de mission, il va vraiment s'engager parce que ce n'est pas juste assister à quelques comités de mission, mais c'est bien comprendre l'entreprise, ses enjeux, sa réalité et surtout la façon dont on peut décliner finalement la raison d'être, les objectifs statutaires qui sont sociaux, environnementaux, dans le modèle de l'entreprise. Donc, l'importance aussi, et je pense que les entreprises, même celles qui n'ont pas obligation de se doter d'un comité de mission, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à peu près 80% des sociétés à mission sont aujourd'hui des PME de moins de 50 personnes, qu'elles n'ont donc pas d'obligation officiellement d'avoir un comité de mission, mais qu'elles peuvent se contenter d'un référent mission. Mais ce dont on s'aperçoit au titre de l'Observatoire, c'est que sur les 600 sociétés à mission aujourd'hui, même celles qui n'ont pas l'obligation, plus de 2/3 ont mis en place un comité de mission parce que c'est une vraie opportunité pour l'entreprise, finalement, d'oxygéner la gouvernance de l'entreprise en y incluant des parties prenantes. Évidemment, les collaborateurs. Alors, pour CAMIF, c'est le cas. Nous avons 2 collaborateurs dans le comité de mission, mais également très souvent des fournisseurs ou des partenaires clés de l'entreprise, des clients. Pour CAMIF, c'est par exemple Cathy Dufour, qui est la secrétaire générale de l'ameublement français, qui donc comprend très bien les problématiques de nos fabricants. On travaille avec 115 fabricants français, leurs enjeux, les enjeux de l'industrie. Et puis après, l'idée, c'est d'avoir aussi dans la composition du comité de mission des gens qui vont apporter une expertise sur les sujets clés des enjeux et des objectifs statutaires que s'est fixé l'entreprise. Chez CAMIF, l'économie circulaire est un de nos enjeux clés. Donc, on a par exemple Joël Tronchon, qui était l'ancien directeur de développement durable du groupe SEB, qui vient apporter son éclairage et son expertise là-dessus. Et donc, cette composition et finalement l'intelligence collective qu'on arrive à mobiliser dans le comité de mission qui va rendre le comité de mission efficient et intéressant. Donc, la première des choses, c'est effectivement de valider que le groupe fonctionne et probablement, c'est là aussi l'enjeu assez clé de mettre en place son comité de mission le plus tôt possible,
probablement même avant. C'est ce que nous, on a fait chez Camif, on l'a mis en place en 2014, le comité de mission. Donc, c'était largement avant qu'on ait la qualité de société à mission, parce qu'il y a un enjeu très important qu'on oublie de dire, mais le comité de mission, c'est un collectif, c'est un groupe. Donc, il faut qu'il apprenne à se connaître et à interagir et à comprendre l'intelligence collective des uns et des autres. Ensuite, ce point important dans la vérification de l'audit, c'est de voir et de comprendre quel est le fonctionnement du comité de mission. Alors, il y a évidemment les réunions. Et c'est important que les membres du comité de mission y assistent, c'est bête à dire, mais il y a pour nous chez Camif trois on appelle ça les celluloses, parce qu'on l'avait mis en place avant, la cellule à l'objet social étendu, et notre comité de mission donc, se réunit 3 fois par an. Mais il y a également des réunions de travail qu'on appelle nous des intersessions, où les membres du comité de mission vont pouvoir interagir avec des collaborateurs de l'entreprise qui sont des référents mission et qui sont là pour veiller à la bonne application de la feuille de route de mission et qui vont donc, c'est ce frottement-là qui va être intéressant parce que c'est comme ça que vont pouvoir se nourrir les membres du comité de mission de la façon dont l'entreprise se saisit de sa mission et qu'elle décline objectivement sa mission dans son modèle. Donc, dans le comité de mission, le fonctionnement, par exemple, d'une cellulose, d'un comité de mission, on a un ordre du jour et on commence toujours par une information sur l'entreprise. C'est bête aussi, mais l'enjeu clé, c'est que les membres du comité de mission comprennent les enjeux de l'entreprise, ce qui va bien, ce qui va moins bien, les difficultés qu'on peut avoir. Et ça, c'est un point qui est important et qui prend toujours un peu de temps dans un comité de mission. Ensuite, il y a un passage en revue de la feuille de route de mission. On ne passe pas toujours en revue tout parce qu'elle est assez longue. Chez nous, on a 5 objectifs de mission et pour chaque objectif de mission, on a 4 leviers opérationnels, ce qui fait qu'on a 20, en gros, une feuille de route avec 20 sujets clés à voir. On fait souvent des focus sur un objectif de mission qui permet à un groupe de faire un compte-rendu de ses intersessions, etc. Et donc, il y a des comptes rendus aussi des comités de mission sur lesquels va pouvoir s'appuyer quand l'audit viendra l'organisme tiers indépendant pour voir que ce comité de mission, il vit, il fonctionne et il travaille. Sachant que dans les travaux, on peut distinguer ce qui se fait un peu avant d'obtenir la qualité de société à mission, parce que très souvent, on implique le comité de mission pour co-construire le modèle de mission. Ce qui se fait la première année, très souvent, il faut encore ajuster les indicateurs, l'impact qu'on recherche à travers les objectifs de mission. Et puis, vient aussi le temps du rapport de mission. Ça, c'est un autre point essentiel sur lequel est mobilisé, évidemment, le comité de mission. Alors, le rapport de mission, on pourrait distinguer probablement 2 parties. Nous, il a été assez long. Oui, je suis désolé, Alain, j'avais beaucoup de choses à dire. Une première partie qui présente l'entreprise et son chemin pour aller sur l'entreprise à mission, parce que le chemin transforme. Mettre en lumière aussi ce qui a été changé par la mission. C'est un point qui me semble assez essentiel. Et puis ensuite, une analyse détaillée du comité de mission sur l'évaluation de la feuille de route de mission. Et pour ça, le comité de mission peut s'appuyer aussi, c'est aussi un rôle qu'il faut souligner et mettre en lumière, sur un manager de la mission. Donc, nous, on a une manager de la mission qui aide considérablement, et ça fait partie des moyens justement qui sont mis en œuvre pour l'exécution de la mission. Elle aide dans le rapport de mission, elle met de l'huile dans les rouages pour organiser les réunions entre les opérationnels et le comité de mission. Et enfin, il y a un autre point essentiel qui arrive à peu près au bout de la 2e année, qui est le choix de l'organisme tiers indépendant. Et c'est aussi le rôle du comité de mission que de bien choisir. Et on a, lors de nos échanges dans le cadre du groupe de travail, insisté sur l'importance de faire un vrai choix et de pouvoir rencontrer et échanger avec l'organisme tiers indépendant avant son audit, sur le périmètre de l'audit, sur le fait qu'il va pouvoir bien s'appuyer sur les travaux de la communauté des entreprises à mission pour évaluer. Bien entendu, voilà, indispensable. Mais je le dis parce que c'est un cadre qui va être très riche et sur lequel vont pouvoir s'appuyer les sociétés à mission. Les travaux du groupe de travail sont vraiment extrêmement utiles. Et donc, une fois qu'on a choisi l'OTI, le comité de mission, il a aussi un rôle d'interagir avec les auditeurs et de pouvoir, à travers des interviews, éclairer les auditeurs sur le fait que les moyens sont mis, les objectifs sont atteints ou en passe de l'être, et la trajectoire est la bonne. Voilà.
Merci Emery, c'est passionnant. Attends juste une seconde, j'ai oublié de dire quelque chose de très important et c'est vraiment l'occasion de rebondir. Donc, comme vous le savez, le groupe de travail donc, publie un livrable, hein, donc on va dire publie cette méthodologie, elle est disponible dès maintenant sur le site. Et dans ce rapport, il y a en particulier toute une série d'outils, des petits outils de support d'évaluation. Et par exemple, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que dit Emery, il y a une grille, une espèce de grille qui peut être utilisée pour évaluer sur un certain nombre de critères la qualité du travail réalisé par le comité de mission. Et je reviendrai tout à l'heure dessus. Il y a d'autres grilles qui sont mises à disposition des OTI, mais également évidemment des entreprises, puisque prendre connaissance de ces grilles à l'avance, c'est aussi une manière de se préparer. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est visible ou pas, ça doit être en tout petit. Ben voilà un exemple de choses que vous trouverez sur la publication. Alors, nous déroulons maintenant notre mission. Nous arrivons à la phase. Donc, nous avons pris connaissance de l'entreprise, de son rapport de mission. Nous avons vérifié le modèle, la cohérence du modèle de mission. Nous nous sommes assurés que le comité de mission, il avait fait son travail. Et donc maintenant, il ne reste plus que, je mets des guillemets autour de que, il ne reste plus que à vérifier l'exécution de la mission. Et je rappelle que le point d'entrée de la démarche, n'oublions pas qu'un OTI, il donne un avis objectif statutaire par objectif statutaire. Et donc, la démarche à la fin de la vérification, c'est une démarche qui va se faire objectif statutaire par objectif statutaire. Et je me permets d'insister sur l'arrêté du 27 mai 2021 qui précise la façon dont l'OTI doit travailler et qui est extrêmement clair sur le fait que l'OTI doit prendre en considération, on va faire comme l'article 1833, doit prendre en considération 4 éléments dans un ordre qui est le suivant. D'abord, les moyens que l'entreprise a déployés pour atteindre ses objectifs, les résultats de ces objectifs, mais également les circonstances, alors disons pour le dire simplement internes ou externes. Donc les circonstances internes, c'est-à-dire la marche des affaires qui éventuellement expliquerait l'inadéquation des moyens employés, et les circonstances extérieures qui éventuellement justifieraient ou expliqueraient plutôt une non-atteinte des résultats. Et donc l'arrêté précise bien, il ne s'agit pas simplement de dire atteint, pas atteint, mais il faut bien prendre en compte les moyens, les résultats et les circonstances, une fois encore, internes ou externes, ce qui amène du coup à une logique de formulation de l'avis qui n'est pas si simple que ça, puisque, une fois encore, il faut tenir compte de ces 4 éléments. Et on a essayé de formaliser, donc là aussi, hein, bien entendu, tout ça, vous retrouverez tout ça dans la méthode et dans le livrable. On a essayé de reconstituer une espèce d'arbre de décision et dont la logique est d'abord de rentrer par les moyens, c'est-à-dire de s'assurer de vérifier quels sont les moyens qu'a mobilisé l'entreprise, même si, soyons clairs, ça a quelque chose de paradoxal, n'hésitons pas à le dire, c'est-à-dire que, on l'évoque là aussi dans le rapport, la mission, par définition, puisqu'elle est statutaire, c'est-à-dire la raison d'être et les objectifs, puisqu'elle est statutaire, il n'y a théoriquement pas de différence entre les moyens de l'entreprise et les moyens consacrés à la mission, puisque la mission, par définition, est statutaire. Donc, d'une certaine manière, il y a une forme de logique qui n'est pas complètement évidente, même si dans la pratique, on sait bien que, notamment pour les entreprises qui se transforment, eh bien, il peut y avoir des activités qui ne relèvent pas directement au départ de la mission, et c'est d'ailleurs la transformation qui va permettre de le faire. Mais néanmoins, j'insiste, c'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Nous devons vérifier des moyens en tant qu'OTI, sachant que, en toute logique, c'est la totalité des ressources de l'entreprise qui sont consacrées à la mission. Vous trouverez d'ailleurs dans le livrable un certain nombre de grilles qui permettent là aussi de réfléchir pour qualifier la manière dont l'entreprise s'est mobilisée autour de sa mission. Alors, très rapidement, je ne vais pas commenter dans le détail, évidemment, cette arbre de décision, on n'a pas le temps, mais en gros, l'idée, c'est que si l'entreprise elle a mis en place des moyens et qu'elle atteint des résultats, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'à ce moment-là, l'avis est favorable sur cet objectif. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire quand soit l'entreprise n'a pas mobilisé de manière claire des moyens adéquats et cohérents pour atteindre un objectif, que là, la logique devient un petit peu plus compliquée. Et là, on est obligé de regarder est-ce que les résultats et ou les objectifs opérationnels, les résultats des objectifs opérationnels sont atteints. Et donc là, suivant les différents cas, on va se retrouver soit dans des impossibilités de conclure, soit dans des cas où simplement on conclura à la non-atteinte des objectifs. Une fois encore, vous trouverez tout ça dans le livrable, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais retenez simplement l'idée que
autant l'atteinte des résultats des objectifs statutaires passe par l'évaluation de l'atteinte des résultats des objectifs opérationnels, que c'est un point de passage, mais que ça n'est pas le seul, et que donc nous recommandons de plutôt rentrer en termes de logique, de plutôt rentrer par les moyens mis en œuvre avant de regarder les résultats pour aboutir à une conclusion, en arrivant dans certains cas à des impossibilités de conclure. Typiquement, un exemple caractéristique de l'impossibilité de conclure, ça serait l'entreprise a mobilisé des moyens, mais elle n'a pas atteint les résultats, mais c'est les circonstances extérieures expliquent qu'elle n'ait pas atteint les résultats. On est dans des situations dans lesquelles on serait probablement amené à des impossibilités de conclure. Alors, je me tourne maintenant vers Denis Teder, qui est donc le manager de la mission de Wacam, et Pascal Bahanger, qui cette fois va intervenir au titre de PwC, c'est-à-dire de l'OTI de Wacam. Et donc, ça va être un échange sur l'expérience que vous avez vécue ensemble, d'une certaine manière, l'un faisant la vérification OTI et l'autre, on ne va pas dire la subissant, mais en tout cas la vivant de l'autre côté. Et donc, pour évoquer un petit peu les difficultés et aussi l'intérêt que vous avez pu y trouver. Merci Alain. Alors, ce qui est important de dire, c'est que la véritable vérification d'OTI, en fait, on ne l'a pas encore faite. Bon, elle commencera la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Mais ce que nous avons fait ensemble, c'est une revue critique, ce qu'on vous appeliez tout à l'heure une revue à blanc. Alors, pourquoi faire une revue critique? Eh bien, pour s'assurer que le moment venu, l'OTI disposera de tous les éléments qui vont lui permettre réellement de faire son travail, d'apprécier ses moyens, ses résultats, ses circonstances spécifiques. Et pour que ceci fonctionne, on a vu tout à l'heure la notion de cohérence de la mission. Ça peut paraître simple comme ça. Je vous garantis qu'il y a du jeu de cerveau derrière pour arriver à définir un dispositif qui amène ces objectifs opérationnels qui, à l'origine, n'étaient pas dans la loi. Et je salue Anselme de nous avoir écoutés et d'avoir intégré cette notion d'objectif opérationnel dans l'arrêté. Ça montre bien que cette collaboration, elle est utile, elle est fructueuse et elle permet, sur la base d'un texte, sur la base des discours qui sont faits après, des réflexions qui sont conduites, eh bien d'avoir des textes complémentaires, des textes d'application qui sont le plus pertinents et le plus opérationnel possible. Donc le premier enjeu, c'est de rendre tout ça opérationnel. Et le fait d'avoir une cohérence entre un objectif statutaire, qu'on décline en un ou plusieurs opérationnels avec à la clé des indicateurs, c'est la théorie. Mais il faut réussir à mettre ça dans la pratique avec un petit quelque chose de plus qui s'appelle la trajectoire. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire une planification et l'année +3, pourquoi pas plus si on peut, mais en général, si on a déjà une vision à 3 ans, c'est pas mal, des résultats qui vont devoir être atteints par l'entreprise sur l'objectif opérationnel par rapport à la mission qu'elle s'est donnée. Et derrière, pour réussir à envisager d'atteindre ces objectifs opérationnels à l'instant T, eh bien, il faut que l'entreprise ait elle-même prévu des moyens. C'est-à-dire que quand l'OTI va arriver, eh bien, il va arriver face à, moi, ce que j'appelle une feuille de route. Et sur cette feuille de route, je vais avoir chaque objectif statutaire décliné en objectif opérationnel, mais surtout, pour chaque objectif opérationnel, une trajectoire qui va me permettre, moi, en tant qu'OTI, d'apprécier les travaux qui ont été faits par l'entreprise au moment de ma vérification. Et cette revue critique que nous avons fait avec Wacam et avec Denis, ça consistait à s'assurer que le dispositif était en place et que le moment venu, quand j'interviendrai réellement en tant qu'OTI, j'aurai tous les éléments permettant de suivre l'arbre de décision que vient de présenter Alain et que je pourrai sans difficulté arriver à une conclusion. Et c'est en fait ça que nous sommes attachés à vérifier. Donc, je vais passer la parole maintenant au premier concerné. Merci Pascal. Oui, donc on a réalisé cette revue critique il y a maintenant un peu plus d'1 an. Donc, on n'était pas encore société à mission. Et l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de se mettre en condition quasi réelle d'un audit OTI, donc de préparer l'organisation à cette visite. C'était aussi l'idée de donner à nos organes de gestion, à nos organes de gouvernance, une idée de la robustesse de ce que nous avions construit, d'une manière la plus objective possible. Un intérêt aussi, c'était de pouvoir identifier très tôt de possibles angles morts, avec comme chance d'avoir plus d'1 an pour pouvoir corriger le tir et améliorer le dispositif. Et puis, tout à l'heure, Imri, tu le disais, le comité de mission a un rôle important à jouer, donc ça lui permettait aussi d'avoir une vision claire de là où on en était au moment où il démarrait ses travaux. Donc,
un outil important pour le comité de mission. Donc, c'était se doter des bons instruments de musique pour jouer la partition de cette transformation, car on parle bien de transformation au sein de l'entreprise. Au cœur de cette transformation, il y a ce modèle de mission qui est vraiment l'outil quotidien auquel on doit se référer et qui permet aussi d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, au premier rang desquels les collaborateurs qui sont acteurs de cette mission et acteurs de cette transformation, et puis d'embarquer aussi, comme je le disais, le comité de mission. Ce qu'on a fait avec Pascal et ses équipes, donc c'est une revue pas complète puisqu'on n'était pas encore société à mission et puisqu'on n'a pas fait de revue de performance, mais mis à part ça, on a pu dérouler l'ensemble du dispositif de contrôle, donc une due diligence, l'interview des dirigeants, l'interview du comité de mission, mesurer la sincérité et l'implication des parties. Et donc, un élément essentiel de nos travaux, ça a été effectivement de travailler sur ce modèle de mission, de le rendre plus robuste, plus solide, plus lisible, plus transparent. Et comme tu le disais, c'est loin d'être évident. Mais en tout cas, ça nous a donné aussi ça nous a mis en évidence la nécessité d'avoir un outil de pilotage de cette mission. Donc, on a construit un cockpit. Voilà, donc c'est une espèce d'indicateur, de tableau de bord, à la fois à destination des collaborateurs, à destination du comité de mission, qui permet aussi de savoir où on en est de la manière la plus objective possible. Donc, un an après, je dirais que ça nous a donc permis de nous préparer au formalisme requis, de travailler ces angles morts, donc la robustesse de ce dispositif, de ce modèle. Et puis, effectivement, le comité de mission, lui, est plutôt assez bien préparé dans le sens où il sait ce que c'est qu'un OTI, il sait ce qu'on va lui demander. Donc c'est un intérêt absolument évident. Peut-être une petite conclusion sur là où on en est un an après. Donc, on va démarrer, comme le disait Pascal, les travaux dans quelques semaines, avec, je dirais, ce modèle qui est doté d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs, assimilés, je pense, par les parties, notamment nos collaborateurs, par ce comité de mission, et qui est vraiment le reflet de la transformation qu'on est en train d'opérer au sein de l'entreprise. Donc, c'est une trajectoire de long terme. Donc, nos indicateurs, ils sont sur plusieurs années, mais pour autant, on se rend compte qu'un an après, il y a parfois des zones où il faut revoir les choses. Ces indicateurs et ce dispositif, il n'est pas figé dans le marbre, même si on doit donner à l'OTI les outils pour lui permettre d'évaluer l'atteinte ou pas des engagements. Mais en tout cas, les travaux qu'on a réalisés là, il y a quelques semaines, c'était une revue des engagements pour le futur. C'est-à-dire que après un an d'expérience, on se rend compte qu'il y a la nécessité d'ajuster cette trajectoire, et on l'a fait de manière très collective, puisqu'on a bien évidemment impliqué le comité de mission, les collaborateurs en charge de cette réalisation, de ce déploiement, et puis également nos organes de gouvernance, et on en a aussi parlé avec l'OTI. Donc, c'est un travail essentiel de réajuster ces trajectoires, mais de la manière la plus argumentée et la plus partagée possible. Donc voilà, donc un an après, on trouve que cette revue critique a amené beaucoup d'éléments positifs pour nous aider à nous déployer. Alors, si je veux un petit peu, rendre plus visible ce que vient de présenter Denis, et si le transparent suivant veut bien arriver, c'est pas gagné. Je voulais revenir un instant sur cette notion de trajectoire. Moi, je l'ai en tête, mais j'aimerais bien que vous le voyiez. En fait, on va considérer que sur un certain nombre d'années, on a des résultats attendus. Des résultats attendus, ils sont soit quantitatifs, c'est-à-dire que je veux une performance donnée, je veux moins 10% de consommation d'énergie, pour prendre un truc simple, à l'année N+1, moins 12% à l'année N+2, et puis moins 15% à l'année N+3. Notre démarche de vérification elle est très simple. À l'année N+2, vous aviez prévu d'être à moins 12, vous êtes à combien? Vous êtes à moins 10. Désolé, vous êtes en dessous. Vous êtes en dessous, mais il y a des circonstances particulières, les moyens, vous les avez mis, mais on n'a pas de chance, le Covid était là. Bon, on peut se retrouver dans l'impossibilité de conclure.
voyez, ça va fonctionner de cette façon-là. Et puis, vous êtes au-dessus, tout va bien. Vous êtes au-dessus, mais vous n'avez rien fait, vous avez juste bénéficié d'un effet d'aubaine. Là encore, arbre de décision, ça ne s'appelle pas vraiment respecter une mission. Donc, effet d'aubaine, on ne va pas dire que l'objectif n'est pas respecté puisqu'il est respecté, mais pour autant, on va se permettre de ne pas conclure parce que l'effet d'aubaine, on ne peut pas non plus le sacraliser. Et puis, vous avez atteint cet objectif, vous l'avez même dépassé. On est à 15 par rapport aux 12%. Les moyens ont été mis. Il n'y a pas de circonstances particulières à évoquer. Donc là, sans difficulté, on va pouvoir faire une conclusion qui est du genre l'objectif opérationnel ayant été atteint, les moyens ayant été mis en œuvre, nous concluons sur le respect de l'objectif statutaire. Mais cette notion de trajectoire, là, je viens de l'expliquer pour quelque chose de quantitatif, ça marche aussi pour quelque chose de qualitatif. Par exemple, vous voulez former vos collaborateurs à la lutte contre la corruption. Eh bien, vous allez définir un programme de formation. Ce programme de formation, vous allez ensuite définir un pilote. Vous allez ensuite mettre en œuvre le pilote, avoir une V2. Et puis ensuite, lancer réellement cette formation et commencer à avoir un certain nombre de vos collaborateurs formés. Là, je ne suis pas du tout dans du quantitatif, on est d'accord. Je suis dans un certain nombre d'actions qui s'enchaînent dans le temps. On ne va pas tout faire en un mois. On va peut-être faire ça sur 2 ans ou sur 3 ans. Et ma trajectoire, eh bien, ça va être la même chose. Ça va être le nombre d'actions faites au bout d'1 an, le nombre d'actions faites au bout de 2 ans et le nombre d'actions faites au bout de 3 ans. Et en tant qu'OTI, quand je vais venir voir quelles sont les actions qui ont été conduites par rapport à cet objectif opérationnel de formation des collaborateurs à la lutte contre la corruption, mais s'il était prévu 3 actions et que 2 ont été faites, bien évidemment, je vais conclure sur le non-respect, modulo les moyens et on est d'accord. Alors que si les 3 actions ont été conduites, voire si 4 actions ont été conduites, là, pour le coup, je vais conclure au respect. Vous voyez, cette mécanique, elle fonctionne à la fois sur le qualitatif et sur le quantitatif. Et elle est absolument incontournable pour que l'OTI fasse sa conclusion. C'est-à-dire, je m'appuie sur l'objectif opérationnel, je compare la performance obtenue à la performance envisagée au regard de la trajectoire, modulo les moyens et les circonstances, je conclus à l'atteinte de l'objectif opérationnel et j'en déduis le respect de l'objectif statutaire. Et ce que disait Denis qui est intéressant, c'est que cette trajectoire, disons qu'on l'établisse pour 3 ans, et qu'au bout d'1 an, le comité de mission se rende compte que finalement, cette trajectoire, elle est pas correcte. Vous savez, si la carotte est trop près de l'âne, l'âne bouffe la carotte, et si la carotte est trop loin, l'âne ne court pas. Ben, c'est exactement ça la planification. Donc à un moment donné, on se dit, il va falloir changer la carotte de place. Donc, changer la carotte de place, c'est adapter la trajectoire. Une adaptation de trajectoire, ça se conçoit, mais ça se conçoit, comme le disait Denis, avec le comité de mission, avec l'entreprise. Et il faut que l'OTI, derrière, se trouve confortable par rapport à ça pour accepter cette évolution, considérant que l'évolution, elle est pertinente. Et si on a tous ces éléments-là, j'ai fini, eh bien, l'OTI peut faire son travail et conclure. La conclusion de l'OTI, elle est majeure. C'est cette conclusion qui va remonter potentiellement jusqu'au tribunal du président du tribunal de commerce si les objectifs n'étaient pas atteints. C'est quand même le couperet ultime, même si on ne pense pas une seconde que ça va arriver. Notre conclusion, elle est vraiment importante. Merci beaucoup. On va enchaîner parce qu'on va essayer de prendre en fait maintenant des questions. Donc, on vous a présenté l'ensemble du déroulé, les principales étapes. Donc, j'ai sorti mon téléphone, non pas que je m'ennuie avec vous, mais simplement parce que c'est par là que les questions du chat me sont transmises. Alors, peut-être que on va commencer par prendre quelques-unes des questions du chat et puis on prendra ensuite des questions dans la salle s'il y en a. Alors, on va commencer par une facile, parce que plutôt, c'est pas qu'elle est facile, mais que la réponse est rapide. Et ça vient directement enchaîner avec ce que vous venez de dire, puisqu'en fait, il y a des questions qui sont posées sur le fait, mais qu'est-ce qui se passe quand on a une impossibilité de conclure sur un objectif? Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'OTI donne un avis objectif par objectif. L'un des objectifs étant en impossibilité de conclure, et ça s'arrête là. Il va de soi que si vous avez, en clair, je compléterai simplement en disant que si vous avez plusieurs années de suite des impossibilités de conclure sur le même objectif, il y a des chances pour qu'à un moment donné, l'impossibilité de conclure tourne en objectif non atteint. Parce qu'une impossibilité de conclure 2 fois de suite, ça paraîtrait un peu bizarre. Donc, on peut se dire que c'est un peu c'est comme le sursis, en fait. Une impossibilité de conclure, c'est un peu un sursis. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire quelque chose avant la fois d'avant. Il y a eu des questions aussi. J'ai aussi des questions sur le cas où il n'y a pas de comité de mission, mais un référent de mission.
Alors, peut-être d'abord une remarque, comme Emery l'a signalé tout à l'heure, et je me permets de le rappeler, à peu près 70% des entreprises qui ne sont pas obligées d'avoir un comité de mission en ont quand même un. Donc, soyons clairs, le référent de mission reste un cas assez marginal, enfin en tout cas très, très minoritaire. Et la communauté des entreprises à mission recommande vivement de mettre en place des comités de mission si vous avez l'occasion de le faire. Donc ça, c'est très clair. Et ensuite, d'une certaine manière, dans le cas d'un référent, il faut adapter il faut adapter évidemment la méthodologie qu'on va vous proposer et les questions qui se posent sur la pertinence du choix de la personne. Est-ce qu'il a fait le boulot? Est-ce qu'il il s'est vraiment intéressé? Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait le rapport de mission, etc. Restent des questions qui sont les mêmes. Il faut simplement les adapter au cas particulier du référent. Il y a une troisième série de questions. Alors là, je ne vais pas y répondre parce que je vais laisser mes deux voisins y répondre. Il y a un certain nombre de questions sur, bizarrement, le coût de la vérification, le nombre de jours, est-ce que c'est lié au chiffre d'affaires, comment ça s'évalue. Donc ça, je vais faire le plaisir de laisser la parole à Marie ou à Pascal. C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Donc, le coût est évidemment le temps, et donc le coût, ça va dépendre totalement de la taille de l'entreprise et de son ambition de mission. C'est sûr qu'il y a quand même un travail de base, vous l'avez vu, à faire sur la cohérence de la mission, sur le contrôle de l'articulation du comité de mission avec l'entreprise et sur la vérification des objectifs. Et en plus, la norme ISO 17029 impose que les travaux d'audit soient ensuite revus par une personne qui prend ensuite la décision. Donc tout ça, ça fait quand même un certain nombre d'heures. Et donc même pour une petite société à mission de 5 personnes, on peut imaginer quand même d'y passer au moins 3 jours. Donc voilà, après chacun a son taux horaire, mais c'est vrai que des taux d'auditeurs, c'est autour de 1 000, 1 500 euros la journée. Donc, c'est vrai que vous avez un petit peu un plancher entre 3 500 et 5 000 euros, même pour une petite société à mission. Et alors après, sur les plus grandes, ça va évidemment aussi dépendre de la taille et du secteur d'activité. On va aussi gagner sur l'effet de taille, mais c'est vrai qu'on aura un plancher dans ces eaux-là, qui sera néanmoins tous les 3 ans. Oui, mais je vais me permettre de compléter un petit peu. En fait, on a 2 grandes missions dans notre revue d'OTI, la revue de cohérence et la revue de sincérité sur l'atteinte de nos objectifs. En revue de cohérence, on va discuter avec les membres du comité de mission. Donc, c'est vrai que si on a une dizaine de membres de comité de mission, on ne va peut-être pas tous les interviewer, mais vous comprenez quand même qu'on va au moins en interviewer 5 ou 6. On va interviewer la direction de l'entreprise. On va interviewer certaines parties prenantes significatives qui ne seraient pas dans le comité de mission. Donc, bon an, mal an, je laisse de côté l'entreprise de 2-3 personnes, on est d'accord, mais une entreprise d'une taille de quelques dizaines de personnes, on va avoir facilement une dizaine d'entretiens à conduire pour prendre connaissance de tout le sujet avec ces interviews. Ensuite, on va avoir une certaine documentation à regarder, le rapport ou les rapports des comités de mission. Quand on est dans le contexte d'une toute petite entreprise, il va y avoir 3 rapports, puisque l'OTI intervient une fois tous les 3 ans. On va regarder les différents documents de communication, le site Internet, etc. Donc, vous mettez tout ça bout à bout, vous avez un certain nombre de temps. Moi, j'évalue à 2 jours cette étape de revue de cohérence avec les interviews, les revues documentaires et bien sûr la discussion avec le pilote de la mission. Ces travaux, ils ne se font pas en chambre, ils se font avec notre interlocuteur. Donc pour moi, 2 jours, c'est un minimum. Ensuite, j'ai cette partie revue des résultats, appréciation des moyens, appréciation du contexte. Et là encore, c'est juste lié au nombre d'objectifs statutaires et au nombre d'objectifs opérationnels et au nombre d'indicateurs qui sont liés. Il y a des sociétés à mission qui ont un objectif opérationnel lié à un objectif statutaire, à un KPI. On ne va pas y passer 10 jours. Mais dans la plupart des cas, on en a 4, on en a 5, déclinés en une vingtaine d'objectifs opérationnels avec à la clé une batterie d'une bonne vingtaine d'indicateurs, voire plus, qui vont évoluer dans le temps. Donc là aussi, j'ai envie d'utiliser un minimum de 2 jours pour faire ce genre de travail. Donc 2 plus 2, je suis déjà à 4. Et ma 5e journée, eh bien, je vais la réserver à la partie reporting. C'est-à-dire, je dois faire mon rapport, je dois partager mon rapport avec mon client, lui expliquer pourquoi j'ai écrit telle et telle chose, faire des allers-retours avec lui. Et puis surtout, ce n'est pas dans la loi, mais c'est important,
à un moment donné, une fois que tout ça est terminé, prendre du recul et dire voilà, j'ai fait ma mission, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça. Voilà toutes les pistes d'amélioration que je vous propose. J'ai étudié le fonctionnement de votre comité de mission, j'ai étudié le fonctionnement de l'organisation, j'ai étudié les relations entre comité de mission et organisation. C'est ça le rôle d'OTI, c'est systématiquement d'aller identifier tous les points d'amélioration qui sont possibles. Et ça, pour en rendre compte, j'ai aussi besoin de temps. Donc 2 + 2 + 1, j'arrive à 5 jours. Moi, théoriquement, je ne saurais pas faire une mission en dessous de 5 jours et je ne préférerais ne pas la faire parce que je considère que sinon, je n'apporterais pas suffisamment de valeur ajoutée. D'un autre côté, on est quand même dans l'épaisseur du trait. Alors, vous avez eu beaucoup d'éléments. Je continue à prendre une question et il y en a notamment une là qui me paraît très intéressante, donc que je voudrais traiter. Il y a une question qui a été posée sur au-delà de la cohérence. Y a-t-il une évaluation de l'ambition des objectifs fixés par l'entreprise? Alors ça, c'est évidemment une excellente question. Disons que alors, la position, en tout cas, de notre groupe de travail, telle qu'elle figure notamment dans notre méthodologie, c'est vraiment d'insister sur l'importance pour ça du comité de mission. Pour nous, il nous paraît évident que l'entité la mieux placée pour traiter de cette question, c'est le comité de mission. Et nous considérons que le comité de mission, un comité de mission qui fait son boulot, il doit être capable de challenger la direction de l'entreprise en lui disant, écoute, t'es gentil, enfin je le dis ironiquement, mais voilà, c'est bien ton objectif, mais enfin bon, est-ce vraiment réaliste? Est-ce vraiment ambitieux? Est-ce que vraiment il va se passer quelque chose? Est-ce que c'est simplement de la continuité? Voilà, nous, on considère que c'est vraiment le comité de mission qui doit jouer ce rôle-là. Cela dit, il n'est pas interdit d'être intelligent. Et dans l'étape de vérification de la cohérence de la mission, il y a un moment où un OTI, à nos yeux, doit être capable de dire à l'entreprise, vu l'entreprise, vu la taille des moyens, l'ambition que vous êtes donnée dans l'objectif, il y a un problème de cohérence, quoi. Si je suis Danone et que je le dis vraiment que pour illustrer, l'exemple est totalement déconnecté de toute réalité, mais si je suis Danone et que je me donne une ambition de recycler les verres en plastique dans la cafétéria, il y a quelque chose qui est pas sérieux, quoi. Enfin, il y a un problème de cohérence aussi entre les moyens, et ça, pour le coup, l'OTI, il est légitime à regarder ça. Il y a une question de cohérence entre les moyens qu'il est capable de mobiliser et les objectifs. Mais une fois encore, pour nous, de notre point de vue, c'est vraiment le comité de mission qui devrait être au centre, au cœur de ce rôle. Alain, je vais juste rajouter un mot. Il y a une notion de responsabilité aussi. L'OTI a une responsabilité forte. Donc, une mission qui ne serait pas cohérente, je pense que l'OTI doit la refuser et ne doit pas se porter caution de quelque chose qui ne tient pas debout et qui usurpe un dispositif. Donc, c'est très important dans cette phase d'acceptation de la mission d'être en phase avec la mission qui est proposée par l'entreprise. Alors, merci Pascal d'avoir complété, je suis tout à fait d'accord. Il y a une dernière question, en tout cas d'extérieur, puis ensuite on va voir si vous en avez ici, mais celle-là je l'adore, donc je me permets d'apprendre qu'il y a une question qui vient d'arriver, qui est de dire, et si on ne fait pas le contrôle avec un ETI, que se passe-t-il? C'est une bonne question. Alors, je rappelle simplement que, d'abord, je rappelle que la vérification par l'ETI, elle est imposée par la loi et elle est une des conditions pour garder la qualité de société à mission. Donc, théoriquement, toute personne intéressée qui constaterait que l'entreprise n'a pas fait son rapport au TI est en droit d'aller devant le juge pour réclamer la perte de qualité de société à mission. Bon. Ensuite, alors ça, c'est un peu théorique. Ensuite, dans la pratique, il n'y a pas aujourd'hui de dispositif ou de procédure de vérification systématique de vérification par un OTI. Mais pour être très clair, c'est un thème sur lequel nous travaillons au sein de la communauté. Nous avons, grâce à l'observatoire, à l'OSAM, l'observatoire des sociétés à mission, nous avons les informations et grâce à notre partenariat avec les greffes, nous avons toutes les informations sur les dates de dépôt des greffes et nous avons, pour être très clair, l'ambition de jouer un rôle de vérification et de relance des entreprises pour s'assurer qu'elles ont fait la vérification TI. Et une fois encore, ce n'est pas parce qu'on a des ambitions de jouer un rôle de policier, c'est simplement parce que la communauté, comme acteur du déploiement de la société à mission et un acteur de déploiement exigeant de la société à mission, nous savons pertinemment que l'OTI, comme je l'ai dit en introduction, a un rôle fondamental à jouer et que donc une société à mission qui ne se livrerait pas à cet exercice de vérification serait pour nous, ne répondrait pas en tout cas à l'idée qu'on se fait, à la conception qu'on se fait de la société à mission. Et donc clairement, au sein de la communauté, ça fait vraiment partie des choses qu'on a l'intention de faire. Est-ce que peut-être il y a une question, mais elle est cachée.
est sorti déposé dans les 18 mois, donc j'ai choisi un OTI. Alors, je sais pas si tout le monde a entendu les questions. Je ne sais pas si dans le micro, on a entendu les questions ou pas. Bon, en gros, je vais les reformuler de manière très, très simple. En gros, il y a une question posée autour de et si je redépose mes statuts parce que je veux changer les objectifs, en gros, est-ce que les compteurs sont remis à zéro en quelque sorte? Alors, je pense que personne ne sait répondre à cette question pour la bonne et simple raison que je pense que c'est un cas qu'aucun d'entre nous, je parle sous votre contrôle, mais je pense qu'aucun de nous l'a encore vécu. Je pense qu'il y a l'esprit, juste un truc, il y a l'esprit et il y a la lettre. En tout cas sur cette histoire de renouvellement des statuts, autant je pense qu'il est de bon ton et il pourrait être assez fréquent. Enfin, en tout cas, on verra des évolutions, notamment des réécritures d'objectifs déclenchées ou pas à l'occasion de vérification OTI. Et je pense que c'est juste très bien. Ça prouve qu'on ne fait pas bien du premier coup, mais ça on le savait déjà, et ça prouve que la mission, elle est dans une logique, l'entreprise, pardon, elle est dans une logique de transformation grâce à sa mission. Et ça, c'est très bien. Utiliser ça pour jouer sur des délais, ça me paraît être pas dans l'esprit du tout. Je ne suis pas sûr que ça soit interdit par le texte. Peut-être qu'on pourrait, mais à mon sens, on serait à la limite de l'abus de droit, c'est-à-dire d'utilisation détournée des textes. Et puis, dernière chose, sur l'histoire des 18 mois, et notamment pour la première vérification, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se posent un peu la question. Je crois qu'il y a une pratique, et alors là, je parle un peu sous votre contrôle, et quelque part, ça va faire un lien avec le point que je vous traiterai après. Il y a un peu une pratique qui est dès lors qu'il y a une lettre de mission qui est signée dans les 18 mois, on considère que la règle des 18 mois est à peu près respectée, mais il va de soi que ça n'a de sens que si, dans les faits, la vérification se fait tout de suite, enfin, se fait dans la foulée. Alors, on est tous confrontés, les OTI sont confrontés en fait à un truc un peu délicat, c'est que pour la première, avec cette règle des 18 mois, qui est assez mal commode en réalité, parce que le rapport du comité de mission, il est sur un rythme annuel, et donc avec le 18 mois, on tombe pile poil entre les deux, et donc on est forcément un peu tenté, pour le dire simplement, d'attendre quelques mois de plus pour avoir le deuxième rapport de mission. Bon, je pense que cette question, elle se pose que pour les premières vérifications, parce que les suivantes, elles sont sur un rythme annuel, donc je pense qu'il est de bon, je parle sous votre contrôle, mais à mon avis, si le bon sens amène à dire que dès lors qu'il y a une lettre de mission signée, si on peut jouer pour 1 ou 2 mois pour se recaler par rapport à un rythme annuel, pourquoi pas. À l'inverse, si c'est signer une lettre de mission pour faire la mission 1 an après, là, pour le coup, ça me paraît être contraire à l'esprit de la loi. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à vos questions. En tout cas, c'est les échanges que nous, on avait eus au sein du groupe de travail. Peut-être qu'il y a une dernière question, parce qu'en fait, le temps passe, et donc je voudrais… Alors, oui, je suis d'accord. Oui, alors pardon, je vais répéter la question. Il y a une question autour de la vérification de la cohérence de la mission. Est-ce que ça ne relève pas du comité de mission plus que de l'OTI, ou autant que l'OTI, et comment ça se coordonne entre les deux? Nous, ce qu'on a recommandé, c'est que l'outil utilisé pour vérifier la cohérence de la mission, qu'on appelait le modèle de la mission, soit utilisé à la fois par le comité de mission et par l'OTI. Et il est clair que si le comité de mission a fait ce travail-là de vérification de la cohérence, par définition, l'OTI n'a plus besoin de le refaire, et puis tout va bien. Donc, il n'y a pas besoin de le faire 2 fois. Après, je crois que d'expérience, et en tout cas pour les premières sociétés à mission, l'expérience montre que souvent, à l'occasion des audits à blanc, on se rend compte que ce modèle de la mission n'a pas forcément été formalisé, et que du coup, dans les faits, dans la première phase de la vérification, l'OTI laisse pudiquement un peu de temps à l'entreprise pour reclarifier, refaire son modèle de mission s'il n'a pas été fait avant. Il est clair que s'il a déjà été fait et validé par le comité de mission, tant mieux, tout va bien, et on gagne tous du temps. Mais par définition, c'est la même chose, que ça soit fait par le comité de mission ou par l'OTI, c'est toujours formaliser, clarifier un modèle de mission et s'assurer qu'il est cohérent avec l'entreprise. Moi, je pense que ça doit être fait par l'OTI. C'est une part importante de la mission de l'OTI. Et quand bien même ça aurait été fait par le comité de mission, ça doit forcément être refait. Encore une fois, la prise de responsabilité n'est pas la même entre l'OTI et le comité de mission. Les clés de lecture ne sont pas les mêmes. Donc, je pense que quand bien même le comité de mission ait revu cette cohérence, et ce qui est normal pour accepter sa mission de comité de mission, l'OTI doit faire le même travail pour accepter sa mission d'OTI. Je voulais juste revenir sur la question qui était posée sur les modifications de statut. Pour moi, la réponse est très claire.
le délai pour enclencher la première vérification, il n'est pas lié à une modification de statut, il est lié à l'obtention de la qualité de société à mission. Donc, du moment que la qualité de société à mission a été obtenue à un temps T, ce n'est pas parce qu'on change les statuts qu'on perd la qualité de société à mission et qu'on la récupère. Donc, le déclencheur, c'est la date d'obtention de la qualité de société à mission. Ensuite, sur les 18 mois, la loi dit dans les 18 mois. Donc, il faut être intelligent. C'est-à-dire que si on a un rapport annuel qui vient d'arriver au bout de 12 mois, c'est peut-être pas la peine d'attendre 18 parce qu'il ne va rien se passer de plus dans les 6 mois qui viennent. Donc, autant enclencher derrière. Par contre, c'est vrai que, entre autres, au niveau de la CNCC, on a admis que ce n'était pas les 18 mois, la date butoir pour émettre notre rapport d'OTI. Dans les 18 mois, la mission doit avoir été lancée. L'aide de mission signée, ce n'est peut-être pas suffisant, mais une mission lancée, ça veut dire qu'on a commencé réellement à travailler. Et après, il faut se caler. Donc, le premier exercice, s'il doit arriver au bout de 12 mois, eh bien, il arrivera au bout de 12 mois et après, on est calé vraiment sur des exercices calendaires qui suivent les missions du rapport du comité de mission, qui est en général lié au rapport de gestion. Alors, merci. On va devoir s'arrêter maintenant pour les questions. Je voudrais juste, avant de céder la parole à Emery pour conclure cette session, évoquer une ambition qu'on a au sein de la communauté qui est de lancer ce qu'on a pour l'instant baptisé le cercle des OTI, calqué sur un concept qu'on a déjà lancé au sein de la communauté. Donc, en gros, l'idée, c'est que de même que la société à mission est un objet pas complètement fini et qui se construit dans le réel par l'application sur le terrain, la méthodologie qu'on met à disposition aujourd'hui de tous sur les OTI, elle a été s'appuie certes sur des expériences réelles, mais elle a une histoire courte. Et donc, l'idée, c'est que nous voudrions continuer à faire vivre ce travail en commun des OTI, à mettre en commun des pratiques et de manière à harmoniser nos façons de faire et de travailler. C'est bon ? Donc, l'idée, ça serait que l'ensemble des OTI continuent à travailler ensemble pour à la fois enrichir la méthodologie telle qu'on l'a commencé à l'établir, mais aussi pour faire des échanges de bonnes pratiques, y compris de manière très concrète, par exemple, sur des cas réels. Et donc, on voudrait réfléchir à la manière dont on pourrait mettre en commun, par exemple, la façon dont vous avez les uns et les autres traité des objectifs statutaires, des objectifs opérationnels, les décisions que vous avez prises, avec un souci à la fois de renforcer l'homogénéisation, mais aussi pour probablement de mettre à disposition de la formation, mettre aussi un peu de savoir à disposition des entreprises elles-mêmes pour qu'elles puissent mieux se préparer aux audits. Et donc, notre ambition, une fois encore, c'est de rassembler l'ensemble des OTI dans une espèce de groupe de travail permanent, appelons-le comme ça, alors qui ne se réunira pas tous les jours, hein, bien entendu, mais à un rythme raisonnable, mais qui viserait vraiment à avoir une espèce de construction ensemble d'une doctrine, entre guillemets des guillemets autour, mais d'une doctrine partagée. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on vous proposera certainement une première date, je ne sais pas, en mai-juin, pour nous permettre ensemble de définir comment on aurait envie de travailler ensemble et de quels moyens on se dote. Avec une fois encore un objectif qui s'inscrit dans les objectifs de la communauté de diffuser le modèle au plus grand nombre et avec exigence. Emery, je te cède la parole pour conclure. Et peut-être juste avant, je voudrais remercier infiniment toute l'équipe qui a préparé tout ça. Ça a été un tout petit peu délicat, vous l'avez peut-être senti sur le plan technique, et le travail de préparation a été important. Et donc, il y a Nelly qui est cachée derrière les écrans, il y a Nathalie qui est là, il y a Oran qui nous a aidé tout à l'heure. J'ai aussi vu... J'ai vu Quentin, bref, toute l'équipe s'est défoncée pour réussir à faire ça dans des délais scandaleusement courts. Et donc, merci infiniment. Merci Alain. Je voudrais conclure par vous dire à quel point je suis heureux en fait des travaux de la communauté des entreprises à mission, de leur qualité, et là en particulier ils vont être extrêmement utiles, et je crois que c'est la raison d'être de la communauté des entreprises à mission, d'œuvrer au développement de cette société à mission avec un cadre exigeant. Je crois que c'est ce qui a été fait avec le magnifique livrable que j'invite évidemment tout le monde à aller lire, consulter, parce que tous les travaux de la communauté sont en open source.
force vers la vérification de l'OTI qui va contribuer effectivement au progrès de la société à mission. Saluer également la coopération, parce que c'est aussi une des qualités de la communauté, d'arriver à réunir des experts de tous bords. La coopération avec la FNOR, avec la CNCC, avec les OTI, avec les entreprises. Remercier encore une fois évidemment tous les contributeurs, qu'ils soient OTI ou entreprises, à ce livrable du groupe de travail, qui a un très gros travail. Je crois que la communauté met quand même beaucoup de moyens sur ces sujets pour, au fond, faire un peu le service après-vote de la loi Pacte et construire finalement ces standards, élaborer ces standards avec le plus d'exigences possible. On est vraiment là au cœur de la mission de la communauté, pouvoir partager et enrichir par le retour d'expérience et faire connaître. Et puis je souhaite également évidemment la bienvenue aux OTI dans la communauté des entreprises à mission, parce que ce cercle des OTI est une très bonne chose pour continuer à se nourrir de la pratique des uns des autres. Merci donc Alain pour ta contribution spéciale, évidemment, et ton travail toujours fidèle et intense au sein de la communauté, qui marche quand même par beaucoup de bénévoles. Il faut aussi les remercier, sachant qu'évidemment, je remercie, comme tu l'as fait déjà, toute l'équipe des permanents de la communauté des entreprises à mission qui ont rendu possible cette matinée. Merci à vous et à très bientôt.